Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un plaisir pour ce 138e épisode du podcast À côté de mes pompes de vous retrouver comme chaque vendredi. Alors, en cette quinzaine de congés scolaires pour moi, la semaine s'avère quand même chargée sur le plan sportif. Après une longue sortie dimanche où j'ai mêlé de l'endurance fondamentale et de la piste, eh bien j'ai eu le droit à un gros cadeau de Saint-Valentin mardi avec une séance à allure spécifique qui, au moment où j'enregistre cette introduction, à savoir jeudi après-midi, me laisse encore quelques courbatures. C'est typiquement le genre de programme qui montre pour moi une progression sur les derniers mois. Au-delà du contenu, la gestion de cette séance que j'ai effectuée quand même de façon très matinale, il était 6h du matin mardi quand j'ai enfilé mes chaussures. C'était pas simple, elle me faisait peur, c'était 3 fois 4 km à allure spécifique, soit 12 km à mon allure cible pour le prochain semi-marathon. J'ai eu froid sur la première fraction, j'ai remis les gants et je suis reparti en essayant de me concentrer uniquement sur ma foulée, sur mes pas, sur mon souffle et sur cette allure. Ça n'a pas vraiment bougé sur ces 12 km d'effort. Alors, j'en tire bien évidemment des enseignements pour cette préparation du semi-marathon et comme je l'ai déjà évoqué, j'aime beaucoup le cheminement dans une préparation comme celle-ci autant que la réalisation de l'objectif final. Enchaîner les sorties, valider les allures en mode métronome, c'est ce qui me plaît. Donc il me reste encore un gros mois de travail avant de pouvoir valider tout cela du côté de Chartres le 19 mars prochain. Alors et vous, comment vous sentez-vous en ce milieu d'hiver ? Est-ce que vous êtes fatigué ou au contraire gonflé d'énergie à l'aube de vos prochains objectifs ? Es-tu un coureur plutôt terrien ou plutôt aérien ? C'est l'un des facteurs qui permet à mon invité du jour de définir les préférences motrices d'un sportif. Facteurs qui sont liés à notre stature, à notre physique, à notre biomécanique. Cyril Gindre, que je reçois aujourd'hui dans le podcast, est un expert dans les sciences du sport. Après une thèse, il aurait pu se tourner vers l'enseignement à l'université. Mais il n'en est rien. Après avoir dirigé un institut de médecine du sport, il est le fondateur du laboratoire Volodalen au début des années 2000. Cette structure destinée aux athlètes s'organise autour de 3 axes. Le premier, du coaching clinique, à destination des sportifs, en quête de performance ou de réathlétisation. Deuxième axe, les formations sur les préférences motrices avec la personnalisation des mouvements, des exercices, des conseils autour de la chaussure. Troisième axe, le laboratoire Volodalen est également un institut de recherche consacré au sport. Dans cet épisode, Cyril vous expliquera plus en détail ce que sont les préférences motrices. Il vous expliquera ce qu'est un coureur à dominante terrienne ou aérienne. Nous échangerons ensuite sur ce mythe de la foulée idéale en course à pied, tout comme sur l'existence d'une chaussure optimale, minimaliste ou maximaliste. Il vous transmettra son point de vue. Un grand merci Cyril pour avoir pris du temps dans ton emploi du temps chargé pour venir échanger sur le podcast. Il est temps pour moi de vous laisser donc en compagnie de Cyril Gindre du laboratoire Volodalen pour cet épisode consacré aux préférences motrices en course à pied. Bonne écoute à vous. Bonjour Cyril, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de toi, que ce soit par mon podologue Bruno, sensible donc aux formations Volodalen, ou par Pascal d'un magasin donc d'Orléans qui m'a conseillé d'aller voir tes vidéos et c'est comme ça que je suis entré en contact avec toi. Donc il parlait de préférences motrices. Alors c'est une question que je ne connais pas. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Merci à toi d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast. Oui, bonjour Sébastien et puis merci à toi aussi. Alors, avant d'entamer ces nombreuses questions que j'ai au sujet de la foulée, de la course à pied, je te laisse te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu as cheminé jusqu'à ce que tu crées donc Volodalen. Donc, mon prénom c'est Cyril, mon nom c'est Gindre. Je viens d'abord
d'études dans les sciences du sport. Donc j'ai fait une thèse dans les sciences du sport qui normalement amène à être prof à l'université, ce que j'ai pas été parce que déjà j'ai pas souhaité l'être. J'ai dirigé pendant plusieurs années un institut de médecine du sport dans lequel il y avait un peu toutes les professions du sport et puis de la médecine qui étaient représentées. Puis conjointement, j'ai créé, donc là on est dans les années 2000, j'ai créé Volodalen, qui est une structure qui est organisée autour de 3 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle coaching clinique. Donc, on a des sportifs qui veulent être performants ou alors des sportifs qui sont blessés. Le deuxième axe, c'est les formations. Voilà, c'est comme ça que tu en as entendu parler. Donc, on forme 1500, peut-être 2000 professionnels dans le monde à ce qu'on appelle les préférences motrices, c'est-à-dire la personnalisation du mouvement, des consignes, des exercices, des chaussures, aux besoins du sportif. Puis le troisième axe, c'est que le cœur de l'endroit où je suis, par exemple là, c'est le laboratoire Volodalen en Suisse, c'est des gens qui ont mon caractéristique, c'est des gens qui sont en même temps coach ou thérapeute et puis qui ont en même temps un profil de recherche. Et donc les hypothèses qu'on émet sur la personnalisation du mouvement, et on les met en protocole expérimental pour les valider ou les invalider. Donc le côté plus recherche et développement. Voilà les 3 axes de Volodalen. Est-ce que tu es toi-même sportif ? Si oui, depuis combien de temps et qu'est-ce que tu pratiques comme activité ? Oui, je le suis de moins en moins avec l'âge, mais je le suis depuis toujours. C'est la définition d'un sportif. C'est quelqu'un qui aime bouger puis qui a du plaisir à bouger. Je le suis. Au départ, j'ai toujours aimé tous les sports. Je suis plutôt un généraliste des sports, donc j'aime tout faire. Si on met une balle dans les mains, j'adore ça, peu importe la balle. Si on met une raquette, c'est bien aussi. J'ai été aussi judoka dans ma jeune enfance, enfin jusqu'à la fin de mon adolescence. Et puis après, j'ai trouvé que quand on faisait du footing pour s'entraîner, pour être assez endurant pendant le round de judo, ben, j'étais pas plus mal à faire le footing que sur le tatami. Et donc, je me suis mis à partir de l'âge de 17-18 ans à devenir plutôt coureur à pied. D'abord, dans des disciplines comme le 800, 1500, puis après, j'ai un peu exploré jusqu'au semi-marathon, mais jamais fait de très, très grandes distances. Bon, ce qui nous fait un point commun. J'ai jamais fait non plus de marathon, mais ce sera une de mes questions. Pour revenir à tes recherches, là je m'adresse aux scientifiques, est-ce que selon toi, il faut apprendre à courir, comme il faut apprendre à nager ou à pratiquer d'autres sports ? Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes prendre une paire de chaussures et aller courir. Est-ce que cela s'apprend selon toi ? Bon, il peut y avoir plusieurs niveaux de réponse à ça, mais il y a une réponse qui est assez nette. C'est quelqu'un qui a jamais appris à nager. Tu le mets au milieu du lac Léman, là à côté, il meurt. Quelqu'un qui a jamais appris à courir, tu lui donnes des baskets, tu lui dis de courir, il court. Ça veut dire que la première réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre. On sait, ça fait partie, c'est comme la marche, c'est comme tenir debout. Ça fait partie de notre patrimoine de mouvement. Donc, pour nous, au préalable, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire un mouvement que spontanément tout le monde sait faire. Il n'y a pas de gens qui ne savent pas courir, sauf, ça veut dire, ou alors on est vraiment dans un cas de problème moteur qui se traduit par plein d'autres problèmes. Donc, est-ce qu'on apprend à courir ? La réponse est clairement pour moi non. Après, deuxième niveau de réponse, on peut avoir des personnes, mais comme dans toute activité, qui au moment où ils courent rencontrent des problèmes. Donc là, on va dire comme dans n'importe quelle autre activité, est-ce que la manière dont je me mets à courir pourrait être à l'origine des problèmes que je rencontre. Et auquel cas, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas la possibilité de modifier son geste. Voilà. Mais c'est quand même rien à voir avec d'autres activités, parce que j'insiste, partout à travers la planète, vous donnez une paire de pompes, vous ne les donnez pas à quelqu'un, vous lui dites cours, et il n'y a pas besoin d'être Jésus-Christ pour savoir qu'il va courir. Donc ça fait partie des préceptes également de Volodalen, d'avoir entre guillemets ce regard, mais ce double niveau. Tu vas pas te contenter d'une réponse, on va dire, toute faite. Ça nécessite ton regard, une expérimentation, parce que moi derrière la question c'est, est-ce qu'il existe une foulée idéale selon toi ? Mais je vais peut-être déjà répondre à ta première remarque. Est-ce que ça fait partie des préceptes ? C'est pas qu'on a un précepte pour un précepte. S'il y en a un, c'est le fait de se dire qu'on fait partie du vivant et qu'on sait que faisant partie du vivant,
Si on l'éclaire, on ne l'éclaire toujours que de manière partielle. C'est-à-dire, on peut pas être celui qui est en haut, là, qui domine le truc dont il fait partie. C'est connu depuis bien longtemps, ça. Donc, on ne peut éclairer qu'une petite partie des choses dans lesquelles on est nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que derrière cette notion de préférence, il y a au départ, s'il y avait un précepte, c'est le fait de regarder et de se dire que ce qui est vivant est intelligent, parce que ça s'appelle une tautologie, ce qui est intelligent, c'est ce qui résout des problèmes. Tant que tu es vivant, tu résous des problèmes. Et donc, en conséquence, ce qui est vivant est intelligent. Et donc, le point de vue de départ, c'est de ne pas avoir trop d'autres préceptes que de regarder et de se dire que si on voit que ça se réalise et qu'une personne se trouve bien alors qu'elle réalise son mouvement, là, typiquement la course, je veux dire, pourquoi on expliquerait qu'il faut faire autrement? Parce qu'elle n'a pas de problème. Et donc, maintenant, je viens sur le deuxième niveau de lecture, qui est totalement différent cette fois. Une personne a des problèmes, fait appel à un technicien pour essayer de résoudre ses problèmes. Et donc là, il va falloir intervenir. Mais pourquoi intervenir alors que rien ne justifie une intervention? C'est-à-dire, à part le fait que le technicien lui-même dise qu'on a besoin de lui, quoi. Mais bon, on connaît ça, c'est quand même le mécanisme de départ, c'est que si j'ai besoin de personne pour courir, je vois pas pourquoi je me paierais quelqu'un pour courir. Ça me semble juste la base du fonctionnement. Mais, j'insiste, deuxième niveau, je rencontre un problème. Et là, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui va avoir ses propres idées pour essayer d'éclairer ce que peut être le problème et puis faire les propositions concrètes qui permettent de le résoudre. Voilà. Donc de ce premier point de vue qui est pour nous d'abord observer, apprendre, puis après raconter ce qu'on a raconté au moment où quelqu'un nous demande quelque chose, parce qu'il a une difficulté, ou parce qu'il souhaite encore plus progresser. Après vient ta deuxième remarque ou deuxième question, qui est est-ce qu'il y a une foulée idéale? Et là, ma réponse, je pense que tu la connais, c'est la définition même d'une préférence. On essaie de repérer la manière dont les gens fonctionnent. Et c'est dur quand même, quand on regarde le monde comme ça, de pas repérer qu'on n'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des éléments communs. On a tous à peu près une tête, un tronc, des jambes, des bras. On sait tous que ça fonctionne mieux de courir vers l'avant plutôt que de courir en arrière, ou ça va mieux fonctionner de courir sur ses pieds plutôt que de courir sur la tête. Donc ça, c'est des grands éléments communs. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais disons qu'il y a des éléments communs. Et puis après, il y a le deuxième élément, qui est le fait de se dire, mais quand les gens courent, est-ce qu'ils font tous de la même manière? Si on part du précepte, comme tu l'as dit, de l'idée initiale, qu'il y a de l'intelligence dans la vie, et qu'on observe qu'il y a plusieurs manières de faire, dans lesquelles les gens se sentent bien, on peut pas ne pas dire qu'une foulée idéale, ça n'existe pas. Puisque on croit plutôt à l'intelligence qu'on regarde, sur laquelle on essaie de s'appuyer pour venir après faire des propositions en cas de problème, et qu'on voit que c'est multiple, qu'il y a des variations sur des thèmes, on est bien obligé de repartir de variations et de ne plus croire du tout à ce que serait un modèle unique ou un modèle idéal. Pour nous, le modèle unique, c'est le modèle de l'intelligence qui est très formelle, qui est très limitée, notre capacité à être conscient, à rendre les modèles conscients, à les mettre en langage, c'est très bien, hein, je ne dis pas que c'est négatif, je veux dire, on est les premiers à y participer, mais qui est quand même limité par rapport à ce qui est l'étendue du monde et qui voudrait s'imposer un peu comme la mouche qui tourne autour de l'âne et puis qui lui explique que c'est parce qu'elle tourne qu'il fait avancer l'âne, quoi. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc si on prend le monde tel qu'on essaie de l'observer, et qu'on voit de la multiplicité, on ne peut plus croire à l'unicité. Tu parles d'observation, mais encore faut-il avoir les bons critères. Comment tu fais? Quelle est ta méthodologie pour observer quelqu'un qui rentre chez Volodalen ou quelqu'un qui est, entre guillemets, un coureur et qui va te demander justement ton expertise? Quels sont les critères d'observation? Le premier, et ça va nous amener vers les définitions de ce qu'on a appelé le schéma terrien et puis aérien. Donc on parle pour un coureur à pied, hein, c'est bien ça. Hein. Je pense que pour d'autres sports, ce serait peut-être différent, mais pour le coureur à pied, effectivement. Le coureur à pied, j'ai utilisé donc ces mots terrien et aérien
par juste cet effet d'observation qui après se mesure, hein, donc ça se fait en schéma scientifique ou en schéma clinique, j'observe, de gens qu'on voit plus longtemps en appui dans la terre, donc plus longtemps en appui au sol. On sait que quand on court, il y a un temps où on est au sol et puis il y a un temps où on est en l'air. Et puis on fait le delta de ce temps-là, en fait, du temps au sol et puis du temps en l'air. Et quand on observe, on voit qu'il y a des gens, ils sont très longtemps au contact du sol, on a l'impression qu'ils rasent le sol. Au fur et à mesure, je les appelais pas comme ça au début, mais au fur et à mesure, je les ai appelés les terriens, parce qu'ils sont plus longtemps au contact de la terre. Puis on voit que les autres, ils sont plus longtemps en l'air, donc le temps de vol est plus long comparativement au temps de contact par rapport aux autres. Et puis je les ai appelés les aériens, parce qu'ils me semblaient plus voler, plus être en l'air. Donc ça, c'est la première définition de ce que c'est un terrien, un aérien. Vous regardez un coureur à une vitesse donnée, il faut que la vitesse soit à peu près stable, parce qu'on a toujours l'impression que les gens qui courent à 22 km/h, ils sont plus aériens, ce qui est pas faux, hein, selon cette définition, mais vous prenez une vitesse, par exemple, 12 km/h, qui est assez commune, ou 10 km/h, pour les gens qui courent de manière standard, et puis vous dites, est-ce que j'ai le sentiment qu'il est plus longtemps dans le sol ou plus longtemps en l'air? Ça, c'est la première définition. Et en général, on a fait des études avec des étudiants en master de sciences du sport ou autres. En général, les gens se plantent pas trop, juste sur ce critère. Comme si notre œil avait une assez grande facilité à repérer ce rapport de l'un à l'autre, du temps au sol et puis du temps en l'air. Donc ça, c'est le premier versant. Le deuxième versant, c'est qu'on a déployé une grille de lecture dans laquelle, alors je sais pas si tu veux que je te les définisse de manière précise, mais dans laquelle on a 5 critères. Tu peux y aller, oui, vas-y, tu es là pour déployer tes connaissances et détailler justement. Donc on a appelé ça le V-score, le score Volodalen. On a 5 critères qui sont décrits sur 5 points, l'oscillation de la tête, le fait d'être avec un bassin qui est haut placé, donc une jambe qui est plus en extension, une jambe qui est plus en flexion, le fait d'avoir un appui plus en dessous du centre de masse ou alors plus à l'avant du centre de masse, un appui qui est plus sur l'avant du pied ou qui démarre plus, donc le touch qui démarre plus en talon, et puis un mouvement de bras qui est plus important, avec un mouvement de coude plus important ou moins important de l'arrière vers l'avant. Donc on a ces 5 critères. Puis on va codifier ces 5 critères et puis on met des points. Et puis si la personne est plus du côté aérien sur la majorité des critères, elle va arriver dans une catégorie plus aérienne. Sinon, elle est dans la catégorie plus terrienne. Ça, c'est la deuxième manière de faire, plus scientifique, plus cadré. C'est pas juste une sensation générale. Et le troisième grand critère, c'est que on réalise des tests qu'on appelle des tests de coordination. Et on regarde de quelle manière la personne répond à ces tests de coordination. C'est-à-dire comme s'il y avait ce qu'on appelle coordination, c'est la manière dont un corps va bouger dans l'espace. Et on a pu repérer qu'il y avait des liens, par exemple, les aériens, ceux qui sont plus en l'air, quand on les amène plus sur l'avant des pieds, ils sont plus équilibrés, ils sont plus coordonnés. Quand on amène sur l'arrière des pieds, c'est les terriens qui se sentent mieux. Donc des choses qui sont moins communes. Et qui sont liées au fait que pour nous, tout mouvement, c'est des chaînes musculaires qui sont activées. Donc ça, on le décrit dans nos formations. On a des étapes, on a 7 étapes qui amènent à venir valider que la personne est plutôt en schéma terrien ou plutôt en schéma aérien. Donc là, c'est une définition cette fois du schéma terrien-aérien lié à l'équilibre. Est-ce qu'un coureur, ne sachant pas comment il fonctionne, parce que c'est difficile quand on court tout seul de savoir si on est plutôt terrien ou aérien, comment on va pouvoir faire peut-être son autodiagnostic? Déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai besoin de le faire? C'est-à-dire le monde entier n'est pas terrien aérien. Je peux juste être un coureur qui a du plaisir à aller courir et puis à pas me poser de questions et j'ai pas besoin de me la poser. En général, on se pose des questions au moment, en général, pas toujours, mais au moment où on rencontre un problème puis qu'on essaie de le résoudre. Donc peut-être que j'ai pas de problème et puis que j'ai pas à me préoccuper de ces choses-là. Ça, c'est la première réponse, en fait, qui est une non-réponse, mais quand même, ça fait partie du jeu. La deuxième partie, ça s'appelle les sensations. C'est-à-dire qu'entre les coordinations, c'est des systèmes pour nous inconscients. C'est des espèces de programmes internes qui fonctionnent
qui vont amener le mouvement à être ce qu'il est, mais il n'y a pas besoin d'en avoir de conscience. Ça tourne en interne. C'est pour ça que ça tourne vite d'ailleurs. C'est pas analysé par la conscience. C'est inconscient. Puis après, il y a notre conscience qui essaie d'aborder le monde. Donc, elle a besoin de modèles qui fonctionnent beaucoup plus lentement, mais qui est capable de le verbaliser. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui est le joint entre les systèmes inconscients et puis les systèmes conscients. Je peux déjà m'interroger, moi, sur mon ressenti. Je sens que j'ai plutôt besoin de quoi? Je sens que j'ai plutôt besoin d'ancrage, d'être fort dans le sol. Je sens que j'ai plutôt besoin de légèreté, d'être léger, d'aller dans une dynamique. Puis je peux essayer. Ça s'appelle l'apprentissage différentiel. Un coup, j'essaie d'être un peu plus avant-pied. L'autre fois, j'essaie d'être un peu plus dans mes cuisses. Puis je vois au fur et à mesure ce qui me parle le mieux, ce qui me semble mieux fonctionner chez moi. Alors, bien sûr, ça peut être biaisé. Pourquoi? Parce que dans un monde en surpoids comme le nôtre, tout le monde va se trouver toujours trop lourd. Il n'y a pas des gens qui vous disent « Putain, j'ai un gros problème, je me sens beaucoup trop léger. » Tu vois, les gens vont dire « Putain, je sens que je suis lourd. » là. Et bon, ce sera pas la même chose en Afrique, au moment où les endroits où les gens mangent pas. Mais donc, des fois, on peut être biaisé par rapport à ce qui est le schéma social. Mais si on réussissait, un tant soit peu, juste à écouter nos sensations, en général, nos sensations, elles répondent de manière positive, puisque c'est le propre de l'émotion. L'émotion, la traduction, c'est ce qui me met en mouvement vers un environnement qui me convient. Et quand on interroge sans préalable, je répète, je dis pas que c'est facile, sans préalable, sans positionnement préalable, sans me dire je sais que j'ai la solution dans ma tête, mais juste en étant à l'écoute, les gens se perçoivent très bien. La deuxième étude, par exemple, qu'on a faite, on a demandé, il y avait un groupe de terriens, un groupe d'aériens, on leur a demandé de courir juste pour le plaisir. Les terriens, spontanément, courent moins vite. Ils ont un score de plaisir directement associé au fait d'être proche du sol, d'être long dans le sol. Les aériens courent plus vite pour le même niveau. Alors on a dit juste le plaisir. Pendant 15 minutes, courent plus vite. Et donc des scores liés au fait d'être léger, d'avoir un temps de contact qui est court. Donc il y en a bien un qui a un score de plaisir qui augmente quand il est plus long dans le sol, et l'autre, un score de plaisir qui augmente quand il est plus court dans le sol. Voilà. Et donc, plus en système de rebond. Et dans les deux cas, c'est là que leur performance, leur capacité à durer, à être endurant, est la meilleure. Et donc, spontanément, quand les gens n'ont pas d'idée préconçue, ils viennent l'utiliser. C'est-à-dire que ça, on sait tellement que ça correspond à notre quotidien. Je veux dire, quand j'ai soif, j'ai pas besoin d'une diététicienne de savoir que j'ai soif. Je veux dire, je vais vers de l'eau et puis je bois. C'est la base. Et comment je le sais que j'ai soif? Juste parce que j'ai une émotion, une sensation qui me dit j'ai soif. C'est la même chose pour la course. Pour ces deux profils, Cyril, terrien, aérien, est-ce que c'est ça que l'on appelle derrière préférence motrice, ou est-ce que vous avez d'autres facteurs que tu vas justement intégrer pour finalement avoir un profil vraiment complet de ce qu'est le coureur? Non, il y en a beaucoup d'autres, mais il vaut mieux commencer simple. Et celui-là est assez important parce qu'il relie ce qu'on appelle l'impulsion, c'est-à-dire la manière de générer de la force, de la puissance dans le monde, et puis mon équilibre. Donc ça veut dire que c'est un élément commun aux coureurs puis à tous les autres sportifs, et puis qui va me parler spontanément, c'est-à-dire parce que j'en ai un ressenti. Et aussi, c'est des mots qui sont faciles à comprendre. C'est-à-dire que c'est toujours le problème, une connaissance, elle peut être très intéressante, mais c'est pas toujours facile de trouver le mot qui relie bien ce qu'est la connaissance au fait que les gens puissent le comprendre, avoir une image assez simple. Donc Terrien Aérien a offert ça, c'est en même temps, on peut en parler en mode scientifique. Le modèle masse-ressort du rebond, c'est le modèle aérien. Le modèle de la poulie, c'est le modèle terrien. Donc on peut y aller avec un langage plus abscon, plus technique. Mais juste si on dit aérien, c'est celui qui est plus en l'air, terrien, c'est celui qui est plus au sol, tout le monde comprend. Et donc, entrer par terrien aérien nous semble bien, parce que c'est quand même un élément très important, comment je génère de la puissance dans le monde et comment je m'équilibre, tout en ayant trouvé un mot qui parle tout de suite. Mais en revanche, il y a plein d'autres choses, les chaînes respiratoires, les chaînes de rotation interne, rotation externe du corps. Est-ce que j'ai besoin de mettre mes bras larges, mes bras plus proches du corps? Donc il y en a pas mal d'autres, mais disons que c'est déjà bien de commencer par terrien aérien. Est-ce que derrière ces deux profils, on va avoir une détermination de la discipline ou de la distance d'un coureur? Un terrien plutôt proche du sol,
plutôt pour de la longue distance? Quelqu'un d'aérien, beaucoup plus sur le rebond, peut-être plus sur des courses rapides ou sur du demi-fond? Ou est-ce que ça se vérifie pas? Alors, peut-être une précision, puis ensuite une réponse. Derrière les deux profils, il faut bien comprendre que tout ce que l'on parle, on parle de curseur ou de continuum. Donc on est plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Il n'y a pas « je suis terrien » ou « je suis aérien », ça c'est la simplification du langage. Dans le vivant, il y a des curseurs. Donc il y a des gens qui sont 45-55, il y a des gens qui sont 80% très aériens, seulement 20%. Donc ça veut dire que c'est pas blanc ou noir. C'est la première raison. Ensuite, la deuxième, il y a un lien avec la durée, mais qui n'est pas le lien primordial. On est à une époque où on aime bien parler de biomécanique, mais l'élément primordial qui fait que vous durez, c'est pas les préférences motrices, c'est ce qu'on appelle les préférences énergétiques, nous, ou en tout cas le profil énergétique qui est connu depuis très très longtemps. Il y a des gens qui sont plutôt doués pour aller chercher de l'énergie à partir de l'oxygène. Ça donne plutôt des fibres qu'on appelle des fibres musculaires endurantes, qui sont aussi des fibres lentes. Il y a des gens qui sont plutôt doués, donc qui va donner les gens qui en général aiment bien s'exprimer dans l'endurance. Et de l'autre côté, vous avez plutôt le sprinter avec des fibres rapides qui n'utilisent pas tout à fait les mêmes réserves énergétiques. Et ce qui fait que on va plutôt s'exprimer dans le long ou dans le court, c'est ça, c'est l'énergétique. Alors c'était très important au XXe siècle, l'énergétique, parce qu'on venait d'une révolution qui s'appelle la thermodynamique, qui est une révolution de la manière dont l'énergie se transformait. Actuellement, on accorde beaucoup moins d'importance, on est beaucoup plus sur les paramètres biomécaniques, terrien aérien va intéresser, mais la base de ce qui fait que je deviens plutôt un coureur de durée ou un coureur de vitesse, c'est bien ma partie énergétique. Ça veut dire que chacune des études que l'on mène sur la préférence motrice, on se soucie que les coureurs dont on s'occupe aient exactement le même profil énergétique. Et on fait des tests de puissance, de saut, on fait des tests d'endurance pour s'assurer que le niveau relatif chez nos terriens et notre aériens, il est exactement le même. C'est-à-dire pour contrôler le biais énergétique. Donc maintenant, une fois que ça c'est contrôlé, je sais que j'ai les gens qui ont le même niveau de consommation d'oxygène, le même niveau de rapidité dans leurs muscles, eh bien là, oui, ça va se connoter. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, comme je l'ai évoqué dans notre deuxième étude, pour les aériens, à même niveau énergétique, donc j'ai la même VMA, si on parle technique, j'ai les mêmes puissances musculaires, eh bien là, la préférence motrice va entrer en jeu pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire de par leur modèle de fonctionnement en rebond, les aériens ont intérêt à courir un peu plus vite. Donc j'ai le même niveau de vitesse possible, mais j'aime utiliser dans le spectre de mes vitesses des vitesses un peu plus rapides. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement aérien, c'est un fonctionnement qui va récupérer l'énergie dans ses tendons, dans ses élastiques. Et donc, pour récupérer l'énergie, il faut déjà que j'ai un mouvement préalable. Donc, l'énergie cinétique de départ, il faut déjà qu'elle soit bonne. Donc, on voit, par exemple, chez les aériens, une tendance, au fur et à mesure qu'ils courent plus vite, à osciller moins. Ils utilisent l'énergie, qui est l'énergie du fait d'avancer, pour mettre ça dans leurs tendons, ils ont moins à osciller, et donc, en fait, ils sont plus performants. Voilà, c'est un effet kangourou. Le kangourou, il est super performant s'il va super vite, il est super pas performant s'il va super lentement. Et donc, les aériens ont une tendance, à même niveau énergétique, à déployer un entraînement plus rapide. Donc, si c'est plus rapide, c'est aussi plus court. On peut pas gagner de tous les côtés. Un schéma terrien, c'est un schéma dont on a trouvé, en tout cas dans les études, que quand ça va lentement, il est plus efficient. C'est aussi pour ça que spontanément, quand on leur dit de courir pour leur plaisir, ils courent plus lentement. Alors on va dire, oui, mais ils vont être moins bons puisqu'ils courent plus lentement. Non, ça veut juste dire, puisqu'ils ont le même niveau de départ, ils peuvent pas être moins bons. Ça veut juste dire qu'ils ont une tendance à favoriser le volume. S'ils vont plus lentement, ils vont plus longtemps. Donc il y a une approche par le lent, par la flexion, par le volume, et une approche plutôt par le rapide, ce qu'on appellerait le qualitatif à la place du quantitatif, par le qualitatif, par donc un élément dans lequel ça va plus vite, mais ça va aller moins longtemps. Donc les gens qui vous diraient que un truc il va plus vite plus longtemps, ça s'appelle juste un mensonge. Sinon tout le monde ferait ça depuis longtemps. Il n'y aurait pas eu besoin d'avoir des gens comme nous pour y réfléchir. Il y a avantages et inconvénients respectifs. Ça veut aussi dire qu'à même niveau énergétique, si je suis terrien, il y a quand même une propension à vouloir aller vers du plus long.
parce que c'est des distances qui correspondent mieux aux vitesses d'efficience pour moi. Je suis meilleur, je suis spontanément plus endurant. Alors que le même en schéma plus aérien, il va préférer faire des séances plus courtes, il va préférer s'exprimer sur du plus court, parce que c'est là que son rendement est le meilleur. Le reste sera en général justification d'un élément de choix dans le corps, parce qu'il est plus efficace à l'endroit où je choisis d'être. 2 sportifs qui viendraient te voir pour du coaching, avec peut-être des curseurs qui vont être pour l'un plutôt terrien et pour l'autre plutôt aérien, n'auront pas la même structure au niveau des séances. On mettra des choses un petit peu différentes. Absolument, on a des exercices types, on va décider si convient de... C'est pas parce qu'il est aérien qu'on va le faire travailler dans l'aérien, parce qu'il y a des aériens qui se pètent à être en excès d'aérien, il y en a plein. Donc il y a la première expertise qui est quelle est ma motricité, deuxième expertise, quel est mon besoin, en fonction de blessures que j'ai pu avoir ou de la préparation que je me suis donnée. Et à partir de là, ça va être différencié. Prenons un cas assez concret, assez simple. On voit quelqu'un qui vient, qui veut préparer une distance un peu courte, 10 km, qui est en système aérien, et qu'on voit qu'on peut encore améliorer dans sa force. On va pas s'embêter à faire autre chose. On va essayer d'aller déployer la distance, qui est une distance assez courte, dans sa force. Et donc, on va plutôt travailler dans sa force. Le même qui nous dit en revanche, par exemple, qu'il veut préparer un ultra trail, puis qu'on le voit très marqué en avant-pied, on sait que ça marche pas très bien sur des très très longues distances, peut-être que là, on va faire un travail un peu plus terrien, sans exagérer, parce qu'on part toujours de la personne, et puis on va à l'endroit où il a besoin de se nourrir, de développer ses compétences par rapport à l'objectif qu'il se donne. Si je prends le même schéma en blessure, j'ai un aérien qui est très aérien, qui veut faire un 10 km, mais il s'est pété le tendon d'Achille, je vais pas continuer à lui raconter qu'il faut qu'il fasse du rebond sur l'avant-pied, parce que fort probablement que sa blessure est liée à la contrainte, donc il est arrivé, même étant fort dans son schéma, on peut tous arriver au bout de ses forces, donc il va falloir lui apprendre peut-être là, ou l'accompagner vers le fait de faire en sorte qu'il soit un petit peu moins avant-pied pour pas se faire mal. Donc c'est toujours une double expertise, qui tu es, et quel est ton besoin compte tenu de l'endroit où tu veux aller ou alors des problèmes que tu as rencontrés. Et c'est sur cette base-là que le choix des exercices vont se faire. Donc quelqu'un qui n'aurait absolument pas de problème avec une attaque talon, tu ne vas pas lui dire « il faut que tu changes ta foulée et que tu passes sur cette foulée si mise en avant, le médio-pied ». Alors là, je risque d'être brutal, donc je m'apaise, je respire tranquillement. Non, c'est... Ouais, pour nous, c'est tellement des caricatures de ce que j'ai évoqué au départ. Je reviens à mon origine. Si quelqu'un dans sa tête se sent beaucoup plus puissant que 2,5 millions d'années d'évolution qui ont fait que 90% de la population choisit de courir talon et que lui, il arrive 2,5 millions d'années après, qu'il explique que c'est lui qui sait, moi, je partirai en courant. Je partirai en courant super talon. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. C'est de l'imposture. Pas de l'imposture forcément volontaire. C'est le produit d'une époque qui, à un moment donné, se rend complètement aveugle à juste ce qui est devant tout le monde. Là, ce que je dis, c'est pas Cyril Jeanne qui le dit, c'est toutes les publics internationales disent que 90% des gens, quand vous allez sur une course, courent en talon. C'est-à-dire, ils ont un touch en talon, parce qu'on ne devrait même pas dire courent en talon. Ils touchent en talon, et après, ils font ce qu'on appelle un déroulé. Et donc, c'est aussi eux qui vont utiliser le plus avant-pied, parce qu'ils déroulent jusqu'au bout du pied. Donc, le talon, il faut bien penser que c'est que le touch. Donc, c'est les gens qui utilisent le pied de l'arrière jusqu'à l'avant, et le plus devant. Et c'est 90% de la population. Il reste 10% qui vont utiliser l'avant-pied. Donc, bien évidemment, compte tenu de ma manière d'entrer dans ce podcast, je disais que nous, on essaie de se dire, on essaie de développer de l'intelligence en se disant qu'on n'est pas assez intelligent par rapport au vivant dont on fait partie, bien évidemment que quand on entend une théorie qui arrive et qui explique que jusque-là, on s'est complètement planté, qu'il fallait faire complètement l'avant-pied, et que 9 personnes sur 10 sont complètement abruties, n'ont pas réussi à le comprendre, mais heureusement, le bon Dieu est arrivé pour expliquer ce qu'il faut faire, que pour nous, depuis le départ, c'est à mourir de rire. Je suis désolé d'être un peu violent, mais c'est la partie, j'ai tellement du mal à le supporter, ça que... mais tu deviens tout rouge, Cyril. Oui, en plus, j'ai chaud. Mais après, moi aussi, c'est aussi mon parcours. Je suis un aérien qui a fait de l'athlé
et puis qui s'est vite rendu compte qu'il aimerait avoir un pied plus dynamique. Donc, je veux dire, j'ai essayé tellement de temps d'être avant-pied que c'est en même temps le parcours de la connaissance, mais en même temps c'est un parcours personnel. J'en voulais à mon pied, de pas être si dynamique que ça. J'aurais voulu être plus avant-pied, mais ça fonctionnait pas. Et puis j'avais pas tellement de problèmes, si ce n'est le fait de vouloir être plus avant-pied, parce que je voyais d'autres athlètes que je considérais qui avaient un pied qui était plus efficient que le mien, mais pourtant j'étais un bon coureur, je me débrouillais. Donc la réponse est bien évidemment que pour moi c'est une erreur qu'on devrait plus jamais reproduire et qu'on va reproduire plein de fois parce que les prémices sont pas bons. Les prémices sont, et c'est des prémices qui étaient valables il y a quelques centaines d'années. C'est en gros le siècle des Lumières. Qu'est-ce qu'il expliquait? Il expliquait que on a plein de problèmes notamment de malnutrition, de fait d'avoir des bactéries, on ne savait pas que c'était des bactéries, et puis mais des maladies qui nous font mourir, puis le fait de se tuer dans des guerres, et puis que grâce à la science, on va tout résoudre. Et on a résolu beaucoup de choses. Et bien évidemment, comme toute personne qui sont un peu puissants, après on exagère dans notre puissance et on imagine que des éléments sur lesquels on n'a pas grand-chose à apprendre, on va expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Chaque spécialiste va expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Là, je viens d'avoir juste avant un bilan avec un coureur à pied qui était pas sportif au départ, qui s'est mis à la course à pied, qui se sentait super bien, et puis il avait des problèmes veineux. Il a rencontré un angiologue qui lui a expliqué qu'il fallait surtout pas qu'il court. Donc il s'est arrêté de courir. Après la grosse déprime, 3 ans sans rien faire, ça fait 5 ans qu'il essaie de s'y remettre. Puis voilà. Juste parce qu'il y a une blouse blanche qui lui expliquait qu'il fallait pas courir. Alors bien sûr, pas de bol, 3 ans après, il avait une autre blouse blanche qui lui a dit « Mais non, tout ça c'est des conneries, vous pouvez courir. » Voilà. C'est attention à nos surreprésentations du monde, quoi. Alors, je l'ai vécu, mon généraliste, dès que j'allais le voir et que j'avais un semblant de blessure, Monsieur Martin, arrêtez la course à pied, c'est pas fait pour vous. Est-ce que la course à pied est faite pour tout le monde? Ouais, j'ai du mal à répondre à ça. Une chose est sûre, c'est qu'on a tous en nous quelque chose qui fait que quand on fait une activité, on se sent bien ou on se sent pas bien. Et qu'en général, cet équilibre entre plaisir et douleur, c'est ce qui dirige nos vies. Et que à partir du moment où on l'écoute un petit peu, ça va bien. Ça va. Les gens qui jouent aux cartes, par exemple, ont moins de crise cardiaque que les gens qui jouent pas aux cartes. Donc, pourquoi je suis pondéré là-dessus? Parce qu'on a une époque où tous les gens qui sont sportifs vont expliquer aux autres qu'il faut qu'ils soient comme eux. Et donc, on va avoir les mêmes problèmes. Je veux dire, tout le monde raconte, regardez, il n'y a pas un poste qui dit que il faut faire plus de mouvements. Oui, bien sûr, il faut faire plus de mouvements parce que on a créé une société de sédentaires et qu'on sait qu'on souffre de pas assez de mouvement. Mais merde, il y a quand même des gens qui n'ont pas de plaisir au départ. Donc, il y a plein de manières de prendre du plaisir et d'aller mieux dans la vie. On n'est pas obligé de courir. On n'est même pas obligé de marcher. On fait comme on veut pour se sentir bien. S'il y en a qui font du macramé, qu'ils fassent du macramé. S'ils se sentent bien, je répète, on va le voir au fur et à mesure, c'est associé au fait d'avoir moins de problèmes cardiovasculaires, moins de problèmes métaboliques. Quelqu'un qui prend du plaisir contre de la douleur, si justement c'est un truc où c'est trop de douleur, venir lui vendre du mouvement alors que dans le mouvement il n'a pas de plaisir, c'est pas non plus constructif. Après, une fois que j'ai dit ça, on a lancé depuis des années avec le magazine Zatopek en Belgique un programme qui s'appelle Je cours pour ma forme, où c'est plein de personnes qui n'aimaient pas courir. Et puis on a mis un programme dans lequel il n'y a pas de test au départ, il n'y a pas de notion de performance, il y a beaucoup de sociabilité, et dans lequel les personnes, on a plus de 9 personnes sur 10 qui terminent 12 semaines d'entraînement, tout le monde arrive à faire 5 km, beaucoup continuent. Alors que si on envoie juste un programme à ces personnes, par exemple un médecin dit « Vous savez quoi, vous avez un grave problème de santé si vous continuez sans bouger » et qui fait le même programme d'entraînement, la donne à cette personne, au bout de 6 à 12 semaines, il n'y en a que 3 sur 10 qui ont continué. Et donc ça veut dire que c'est plus général que le mouvement. Les gens vont choisir de venir se positionner dans des endroits où ils se sentent bien. Le mouvement peut en faire partie, l'échange peut en faire partie, le macramé peut en faire partie, peu importe. Je suis pondéré là-dessus parce que je n'aime juste, comme tu as pu le comprendre, j'aime pas quand le modèle devient unique. Et donc là, on commence à rendre le modèle du mouvement unique de partout.
N'importe qui serait pas bien à faire du mouvement, d'une manière ou d'une autre, il serait pas bien aujourd'hui. Alors ça me fait penser au reportage de Pierre Morat, le Marathon sans fin, dans lequel tu es intervenu, cette micro-série où justement vous avez pris, et Pierre a pris des personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément des coureurs à pied, des personnes qui souhaitaient justement réaliser ce rêve du marathon. Comment vous avez cheminé? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel a été ton rôle dans cet accompagnement? Moi, j'ai pas accompagné tout le long. Nous, on avait plutôt le rôle de l'expertise de départ et puis de test tout au long du parcours pour venir montrer les progrès, pour venir établir au départ justement quel est le profil, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de réaliser comme exercice. Donc, c'est beaucoup plus un rôle d'un analyste, mais c'était pas moi qui étais l'entraîneur. J'avais les échanges avec les entraîneurs et puis on amenait nos résultats de test, mais mon rôle a été quand même très limité. Dans ce cas-là, c'est vraiment un rôle d'analyse qui fait test 1, test 2, test 3 et puis qui donne ses conseils. Après, si je prends ce parcours, par exemple, typiquement, Eric, là, qui faisait partie du parcours, j'ai un mail de sa part ce matin. Et donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que dans le parcours, ça a plutôt bien fonctionné? C'est pas la course à pied, c'est pas seulement le fait de faire des tests, c'est que c'est une aventure humaine. Et que l'aventure humaine, dans laquelle je me mets quand même un défi, je me mets une difficulté, quelque chose à surpasser. Donc j'ai mes temps hauts, mes temps bas, et puis de l'accompagnement. En général, c'est plutôt sympa et ça mène plutôt à de la réussite. Est-ce que tu trouves aujourd'hui, Cyril, que les montres qui nous équipent, les différents capteurs que l'on peut avoir, nous donnent trop d'informations et nous déconnectent parfois un petit peu de ces sensations et du plaisir de courir dont tu parlais tout à l'heure? Non, en fait, tout est moyen. C'est de nouveau, si on regarde les motricités ou si on regarde les tempéraments, c'est pareil. Il y a des gens, je pense à un Pascal là, justement qui est dans Atopec, lui il dit, moi si j'ai pas mes paramètres extérieurs, il y a des gens qui sont très sensibles à des paramètres extérieurs objectifs pour se guider. Pourquoi on leur dirait qu'il faut pas les utiliser alors qu'on en dispose? Il y a des gens qui vous disent moi je veux pas en entendre parler, ça me bloque, je suis toujours la montre là-dessus, puis après j'entends plus mon corps, donc eux iraient dans le sens de ce que tu dis. Et puis dans la plupart des cas, il y a des fluctuations. Il y a des moments où la personne, une même personne, elle a envie, par exemple quand on va faire une séance fractionnée, j'aime bien avoir un point de repère parce que ça me permet de me comparer, puis d'autres moments ou parce qu'elle est moins bien, ou parce qu'elle le sent pas à ce moment-là, eh bien, elle n'a pas envie. Elle a envie d'être au contact de son corps. Donc, quand on regarde dans le monde, tout est un continuum entre des polarités. Là, c'est une polarité plutôt à la sensation ou plutôt en élément rationnel. Donc, sensation interne ou plutôt rationalité externe. Pourquoi, de nouveau, on supprimerait une partie de ce positionnement dans le monde? Nous, on fait ce qu'on fait dans les préférences. De quoi tu as le plus besoin? Et puis, en fonction du besoin, on va utiliser les moyens qui vont correspondre à ce besoin. Donc, des fois, on va dire, allez, peut-être qu'une séance tous les 2 semaines dans laquelle on va mettre des éléments objectifs. Des fois, on va dire toutes les séances parce que la personne a besoin de ça. On sait que en schéma scientifique, c'est pas ça qui fait plus progresser. Si on prend un groupe, puis on regarde qui a été super analysé, puis on regarde 3 ans après à quel niveau il est par rapport à un groupe qui a tout joué à la sensation, puis on regarde après 3 ans à quel niveau il est, même niveau. Donc ça veut dire que, de nouveau, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse en soi. Un truc qui serait bien, l'autre truc qui serait pas bien. Donc dès qu'il n'y a pas de réponse en soi, il y a toujours la question qui est posée, ça s'appelle une expertise. En fonction du contexte, en fonction du coureur, de l'étape dans laquelle il en est, il aura envie, besoin de plus de l'un ou de plus de l'autre. Et bien pourquoi on se priverait? Par rapport à ces préférences motrices dont on parlait tout à l'heure, est-ce que dans le traitement des blessures, ça va avoir un impact, le fait que la personne soit plutôt à dominante terrienne ou aérienne? Est-ce qu'on va proposer un protocole de traitement identique ou est-ce que ça va nuancer peut-être ton approche?
Alors nous, on forme beaucoup de professionnels de la santé, hein, des kinés, des podologues, puisque tu as parlé avec un podologue à ça. Alors le premier niveau de la réponse, c'est qu'on se dit le système terrien et le système aérien, c'est des éléments qui sont optimisés. Donc quelqu'un qui met du talon, on pourrait se dire bah tiens, il va taper fort sur le sol, mais en fait, comme il met beaucoup de flexion, il met du dur en dessous, puis il met du doux au-dessus. Donc il amortit quelque part. Il amortit dans ses cuisses, pour faire simple. Quelqu'un qui est en schéma aérien, il est plus stiff, c'est le mot scientifique, donc il y a une stiffness, une raideur qui est plus élevée en haut, donc il a moins de flexion, moins d'amorti avec les jambes, mais en fait il pose l'avant-pied qui est plus doux. Donc lui il a du doux en dessous et puis du dur au-dessus. Donc c'est des systèmes optimisés. Donc tant qu'on est dans un système optimisé, on se blesse pas. C'est ce qui a été organisé spontanément pour justement pouvoir avancer sans se blesser. Simplement, ou parce que je suis le mauvais modèle, ou parce que j'ai décidé d'en faire tellement que je veux faire beaucoup plus de kilomètres que ce que mon corps peut prendre, donc le corps se rigidifie, ben là, si je suis avant-pied, je me mets à taper dans l'avant-pied, et puis je vais me faire des types de blessures. Si je suis en talon, je me rigidifie sur le talon, ça s'appelle un talon extension. Les anglo-saxons appellent ça un overstriding, et donc là, je vais me faire mal parce que je vais avoir des vibrations. Dans les deux cas, je vais avoir des vibrations à partir de l'avant-pied ou à partir du talon, et là, je vais me blesser. Donc, il n'arrive qu'on sorte de nos systèmes optimisés, ou parce que notre tête nous a dit que je suis terrien, mais il faut devenir aérien parce que c'est le modèle minimaliste. Puis donc, c'est la mode, même si c'est fini maintenant, cette mode. Enfin, en tout cas, si au niveau scientifique, là, c'est clair, c'est terminé. Donc ça va se calmer, ça commence déjà à se calmer. Ça a surtout été une mode quand même pour les techniciens. Hein. Dans les faits, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont utilisé ce mécanisme. Donc ou parce que c'est dans notre tête, ou parce qu'on en fait trop, ou parce qu'il y a d'autres petits programmes qu'on appelle souvent des réflexes qui viennent me bloquer et qui n'arrivent plus à mettre en œuvre le système qui est un système optimisé. Le sportif qu'on vient de voir juste avant, c'était ça, c'était un talon extension. Donc à la fois, il faisait une extension du corps, puis à la fois, il tapait dans le talon, donc là, ça fait mal. Et donc, on identifie des grands types de blessures, on essaie de revenir chaque fois à la cause. Quelle est la cause de cette blessure? Il peut y avoir une charge trop importante, mais en plus de la charge trop importante, que le système sort de son schéma fonctionnel. Et bien sûr, à partir de là, on va opérer des protocoles, à la fois des conseils de chaussures, des conseils d'entraînement qui seraient adaptés. Et donc là, pour le faire très concret, on va dire, même si vous avez du mal à juger du côté terrien ou du côté aérien, est-ce qu'il vous semble que votre sportif, il a besoin d'être un petit peu plus en extension, un petit peu plus vif sur l'appui, un petit peu plus rapide, un petit peu plus avant, ou est-ce qu'il a besoin d'être un petit peu plus dans le sol, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus posé dans sa manière d'être, et on va essayer de faire en sorte que la manière de s'entraîner et les chaussures qu'on va prendre et l'intention que j'ai viennent se coordonner pour que le tout soit cohérent. Est-ce que la chaussure dont tu parles a réellement un impact, alors sur les performances, premier point, et sur les blessures? On dit souvent, j'ai changé de chaussure, je me suis blessé. Est-ce que ça va avoir un lien vraiment pertinent? Bon, je pense que tu as déjà dû poser la question à pas mal d'autres techniciens. Bon, il y a différents... Je suis désolé, chaque fois j'essaie de recontextualiser ta question. Tout dépend au niveau où on répond. Si on répond au niveau scientifique, donc je prends 2000 coureurs qui ont fait le marathon de Paris, je regarde qu'est-ce qu'ils ont comme chaussures, et puis je leur demande s'ils ont été blessés les 6 mois précédents, puis j'essaie d'établir des corrélations, on ne trouve aucune corrélation. C'est-à-dire, il n'y a pas de corrélation entre la chaussure que je porte et le fait que je sois blessé. Au niveau d'un groupe, j'insiste là-dessus. Et donc, quand on est technicien et qu'on est en mode evidence-based, donc en mode scientifique, on va avoir une tendance, à partir de cette connaissance, à généraliser. À dire, finalement, peu importe ce que vous allez porter comme godasse, parce qu'il n'y a pas de lien avec la blessure. Donc, c'est pas votre chaussure qui explique la blessure, puisque la science l'a dit. Si vous parlez de ça à un podologue ou un kiné ou même à n'importe quel coureur à qui c'est arrivé qu'il prenne une godasse et puis que ça lui convienne pas et puis qu'il se blesse juste après,
Il va vous dire, mais non, t'es fou. Moi, j'ai pas du tout cette expérience-là. J'avais telle chaussure, j'étais bien. J'ai mis telle autre, je me suis fracassé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux niveaux de connaissance. La connaissance d'une personne qui vous dit quelque chose, et des comme ça, je veux dire, on en a entendu des milliers, hein, c'est pas un, c'est pas deux, c'est des milliers, des milliers de cas dans lesquels on peut faire un lien entre une personne blessée et puis sa chaussure, et conjointement, la connaissance en mode méta, donc en mode grand groupe, et qui dit il n'y a pas de lien. Ben ça, n'importe qui serait un peu fourni dans sa manière de réfléchir devrait savoir que le niveau des connaissances peuvent à la fois se justifier que dans un groupe ça sorte pas, dans un sous-groupe en revanche ça va sortir. C'est-à-dire n'importe quel élément peut sortir dans un sous-groupe et pas sortir dans une population. Et alors pour un individu, n'en parlons pas. Donc en fait, c'est toute la hantise, c'est tout le problème entre le clinique, un patient à qui il faut donner, ou un sportif à qui il faut donner une consigne pour plus qu'il ait mal, et puis le scientifique, qui est basé initialement sur des moyennes. Alors maintenant, ça devient plus fin, puisque les statistiques sont de plus en plus basées sur des clusters, c'est-à-dire des groupes, ce que nous on appelle les préférences, mais on pourrait l'appeler en cluster, c'est théories statistiques, les clusters, c'est des regroupements de personnes qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a la même chose, par exemple, là c'est avec les chaussures, mais on pourrait poser la même chose, et les gens qui ont les jambes en X, est-ce qu'il y a un lien avec les blessures au niveau d'un groupe, non. Mais n'importe qui vient voir un kiné et puis qui a des douleurs à l'extérieur du genou et puis vous voyez courir avec les genoux qui rentrent, je peux vous dire c'est directement corrélé. Mais ça ne sort pas au niveau d'un groupe parce que la blessure elle est multifactorielle, ce n'est qu'un des paramètres. Mais en revanche, au niveau d'une personne, quand ça va sortir, il faut bien réagir. C'est pour ça qu'il faut absolument faire la différence entre les gens qui ont des problèmes. Il ne faut pas chercher à faire en sorte que les gens aient toutes, soi-disant, la chaussure idéale, les genoux idéaux. On part de leur réalité, et partant de leur réalité, on doit bien intervenir. Donc, si on doit se baser sur la science, la seule chose dont on est certain de chez certains, en lien entre la foulée et puis la science, et puis les blessures, c'est que les gens qui se blessent sont les gens qui vont continuer à se blesser. Donc, la seule chose dont on est certain de chez certains, c'est qu'en tant que technicien, on n'est pas bon. Donc, il faut s'améliorer. Voilà. Alors, maintenant, si je continue sur ces notions de chaussures, ma réponse est clairement oui. Il peut y avoir, alors qu'on sait qu'au niveau scientifique ça sort pas, plein, je sais pas si ça t'est arrivé toi, mais moi ça m'est arrivé, je pense que ça est arrivé à la plupart des gens que j'ai un peu connus, le fait de mettre dégueulasse et de se dire putain mais ça me fait mal, ça va pas. Et donc oui, si vraiment ça, on n'est pas complètement idiot et qu'on a commencé à mettre d'autres chaussures, on s'est rendu compte que ça allait pas, et que ça avait une tendance, par exemple, à nous faire mal au mollet, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait un lien au niveau individuel. Au niveau de cette tendance minimaliste, tu dis, c'est passé, il y a finalement un pourcentage assez maigre de personnes qui sont passées par cette donc expérimentation-là. Enfin, j'ai un invité qui court en sandales avec des pantas sandales, il fait des ultra trails et pour lui ça va très bien, il ne remettrait plus aujourd'hui de chaussures fermées. Comment on est passé de cette bulle en fait du minimalisme à aujourd'hui on voit des chaussures avec des énormes talons compensés, alors pas aussi gros que les Hoka au démarrage de cette marque, mais il y a quand même une bonne épaisseur de mousse sous le talon. Alors historiquement, il faut déjà bien penser que tout le monde a été minimaliste jusque dans les années 60. Donc, ce qui serait intéressant, c'est justement d'aller interviewer, poser la question à des bons coureurs dans les années 50, dans les années 60, parce que eux l'ont connu. Pourquoi ? Parce que ça n'existait pas des chaussures qui étaient amorties. Donc, quand elle les interroge, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on faisait 60, 70 km et puis on n'arrivait pas à faire plus. Et donc, comment ils organisaient leurs besoins de plus d'amortis pour faire plus de kilomètres pour pouvoir être plus performants, toujours la même mécanique, eh bien, ils allaient s'entraîner en nature. Nous, on a repris le nom de Volodalen parce que c'était le centre d'entraînement pour les coureurs à pied le plus connu en Europe, certainement dans le monde. C'était un endroit où il n'y avait pas de piste, tout le monde s'entraînait sur du sol plutôt mou. Et ils allaient notamment chercher les mousses de Volodalen, donc les endroits où on peut venir amortir, avoir quelque chose qui est suffisamment doux sous le pied, parce qu'il y avait une tendance à percevoir que avec nos chaussures tout à plat là,
eh bien, on n'arrive pas à faire beaucoup de kilomètres. Donc déjà, c'est la première chose. Et si vous interrogez ces coureurs, il y en a encore quelques-uns qui sont vivants, eux, quand ils ont vu le courant minimaliste arriver, ils ont dit, mais punaise, on comprend pas, ils sont fous, quoi. C'est nous ce qu'on a vécu. On a mis tous nos entraînements en nature, quasiment tous les centres d'entraînement ont été mis proches de la nature, en particulier pour ça, pas que, mais en particulier pour ça, pour pouvoir trouver du sol mou. À l'époque, les pistes étaient aussi molles, c'était pas des pistes comme on a actuellement, hein, c'était des pistes en cendré, c'était un petit peu plus mou, alors pas toujours selon le temps qu'il avait fait, mais disons que... C'est ce que j'ai à la maison, hein. Une piste en terre battue, et quand l'eau est dessus, bon, c'est plus un champ de boue qu'autre chose, mais ça fait travailler les ischios, tu me diras, c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, donc il y avait chez eux une recherche de mou. Et donc, quand les premières chaussures amorties sont arrivées, c'était, au niveau du marché, une quantité de vente incroyable, parce que ça répondait à un besoin. Croire que les professionnels des chaussures, ils font que des trucs complètement débiles pour essayer de vous entuber, puis de vous mettre plein la vue, pour vous acheter plein de chaussures, et que vous allez essayer ces chaussures, et en fait, vous le savez pas, mais c'est des chaussures qui vous conviennent pas, mais vous allez quand même les acheter, c'est quand même faire fi un petit peu de l'intelligence humaine qui fait que quand on nous refile de la merde, on va pas aller la reprendre 10 fois d'affilée. Et donc, quand les chaussures amorties sont arrivées, c'était bien une demande des coureurs, c'était un besoin. Et ça a été un business qui était florissant parce que ça correspondait à un besoin. Donc ça, c'est déjà le premier repère. Deuxième point de repère, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 40-50 dernières années, il y a eu des évolutions qui ont été très caractéristiques, notamment l'invention des matériaux viscoélastiques. Donc c'est dans les années 60, 70 qu'arrivent les premiers matériaux viscoélastiques. À la perche, c'est plus les perches habituelles, c'est des perches qui sont donc déformables et qui ont la qualité d'élasticité. Donc capacité à en même temps amortir et puis un peu renvoyer l'énergie. Et donc, au moment où on invente les matériaux viscoélastiques, par exemple, la première piste en tartan, qui était la marque tartan, donc en matériaux viscoélastiques qui arrive aux Jeux Olympiques, c'est 68. À ce moment-là, c'est un matériau qui, lui, est élastique, donc qui favorise une vision du corps dans le modèle aérien. Parce que si vous mettez un modèle masse-ressort, donc une espèce de tige qui arrive dans le sol et que le sol, il est élastique, ça va vous renvoyer. Donc, il était assez cohérent à ce moment-là de développer une vision du corps élastique. On s'imagine comme des grands savants, mais on est souvent des grands artisans, c'est-à-dire des gens qui transformons le monde, qui inventons de nouvelles techniques, et après, comme on se connaît très peu, on se regarde devant le miroir et on se dit, bah tiens, ce matériau viscoélastique que j'ai inventé, est-ce que mon corps ne serait pas aussi matériau viscoélastique? Et on commence à voir le coureur qui jusque-là était vu comme une grosse chaudière, parce qu'on avait une connaissance thermodynamique, et donc ça a donné les connaissances sur la VO2 max, sur l'utilisation de l'énergie chimique. On commence à le voir comme un modèle mécanique, viscoélastique. Et donc dès les années 70, d'abord les gens, parce que les premières études ont été faites dans la verticalité, on s'est rendu compte que si on amenait un étirement du muscle avant son renvoi, on dépensait 20% d'énergie en moins, mais je répète, c'était sur un saut à la verticale. D'abord à la verticale, ensuite repris par les coureurs, donc les techniciens qui étaient plutôt spécialistes de 100 mètres, sur des pistes en tartan, et ensuite ça s'est généralisé. Eh bien, est arrivée cette vision viscoélastique qu'on appelle la vision aérienne, qui a donné le schéma minimaliste du corps, qui vient bien de l'athlète et de nulle part ailleurs, et qui était logique, parce que c'est ce qui fonctionne un peu mieux quand il faut aller un peu plus vite sur un matériau qui est viscoélastique, qui est très stable et très plat. Et pour aller vite, pas longtemps, parce que je rappelle qu'en athlète, quand même sur une piste, la plus longue distance, c'est le 10 km. De temps en temps l'heure, mais c'est pas officiel. Donc c'était assez logique. Au moment où la connaissance arrive, elle est utilisée de manière assez logique, mais comme d'habitude, le biais habituel consiste à généraliser, à expliquer que l'on soit maigre, que l'on soit gros, que l'on court vite, que l'on court lentement, ça va être valable pour tout le monde. On est toujours en recherche de trouver le truc ultime, alors qu'il n'y en a pas. Et donc, en fait, on part d'un truc qui est juste, qui est bon, des gens qui sont plutôt légers, qui vont plutôt vite sur un matériau viscoélastique, et on leur apprend à déployer une foulée plus dans un schéma aérien, et après, on va dire, c'est la vérité pour tout le monde, il suffit d'écouter tout ce que les gens du minimalisme ont raconté pour voir qu'après, ça devient une grosse bullshit, malheureusement, mais que le départ était juste. Ça, c'est pour l'évolution.
Après, ça n'empêche pas que ce monsieur dont tu parles, il se sente bien. Et donc, s'il fait quelque chose et puis qu'il est bien comme ça, mais c'est parfait. Il y a plein de cas où il y a peut-être 2-3 cas sur 10 où on va proposer, parce que la situation le justifie, on va proposer un modèle de type minimaliste. Parce que la situation du coureur, compte tenu de qui il est, de ce qu'il veut faire, le justifie. Donc on va pas se priver. Des fois, ça fait suite à des blessures récurrentes et comme si le coureur voulait faire un reset complètement de son système de foulée et repartir peut-être à la base. Ses premiers pas étant enfant, il les avait peut-être fait pieds nus et il est reparti sur ses tout premiers pas. Oui, après ça, comme toujours, dès que quelqu'un ou un courant veut s'imposer par rapport à un courant précédent, il explique que c'est lui qui a compris quelle était notre origine. C'est la théorie du bon sauvage, qu'on retrouve chez Rousseau et compagnie. Chacun, donc là on le retrouve chez un certain nombre de leaders d'opinion du minimalisme, eux, ils savent ce qu'est l'espèce humaine à l'origine. Et en fait, tout le reste ne serait que dévoiement par cette société. Enfin, il faut lire Rousseau, les promenades du promeneur solitaire qui explique combien tout n'est que dévoiement, qu'on a une biologie, un truc qui est juste et qu'on a été dévoyé par la société, par ces méchants vendeurs de chaussures, et donc et c'est exactement ce qui a été raconté. Il a été raconté que nous sommes des espèces qui sont faites pour être pieds nus, pour être au contact de la nature, et qu'au fur et à mesure, tout ce qu'on a fait, c'est de prendre trop de distance vis-à-vis de ce contact à la nature, et puis que c'est ça qui nous fait perdre notre être ultime. Et en général, les théories comme ça, parce que là, elles n'arrivent pas que avec le courant minimalisme. Regardez ce qui se passe au niveau de la nutrition, ce qui se passe au niveau de l'architecture. C'est un grand champ social qui traverse toutes nos sociétés, comme elle traverse toutes les sociétés qui sont en train d'être en transition vis-à-vis de grandes techniques qui sont en train d'arriver. Il y a une technique tout à fait nouvelle qui est en train d'arriver, qui s'appelle la digitalisation. Et chaque fois que vous avez ça, à l'ère industrielle, c'est passé exactement la même chose, à l'ère agricole, c'est passé exactement la même chose, eh bien, vous avez une tentative de rétropédalage dans le fait de dire est-ce qu'on n'irait pas trop vite vers un truc qui va nous perdre? Et donc, de gens qui vont vous expliquer qu'il faut revenir à ce qu'est l'origine. Ben, déjà, il faut être fort pour connaître l'origine. Hein. Pour le moment, c'est quand même que de jolies histoires qui nous sont racontées dont on sait à peu près rien. Ensuite, si c'était le cas, je veux dire, à l'origine, les conditions étaient différentes. Qu'est-ce qui s'est passé quand même sur les 100 dernières années? On a durci notre monde. Et je dirais même un peu plus loin. Je ne fais pas d'éléments, c'est une hypothèse. Mais quand même, le moment où arrive l'ère agricole, pas longtemps après, arrivent les premières routes. Et les premières routes, certainement pourquoi? Parce que là, on devient sédentaire, on va toujours au même champ, on a plutôt intérêt à venir durcir la route pour que s'il pleut, comme tu dis, je ne sois pas à pédaler dans la semoule. Voilà, la roue arrive pas si loin que ça, et certainement que la chaussure, là on est à moins 3000, entre moins 3000, moins 7000 ans par rapport à Jésus-Christ, arrive comme un élément pour ramollir le contact avec un sol qu'on a rendu plus dur. Donc, si on est sur un sol mou, que l'on soit pieds nus, ça peut s'entendre. Maintenant, si on a tout durci, on a quand même foutu du macadam de partout, si on a tout durci notre corps, que nos ancêtres aient eu l'intelligence de faire en sorte de venir mettre une interface un petit peu plus molle, pour justement qu'on ne souffre pas trop de ce monde rendu plus dur, qui nous permet d'aller plus vite avec la roue, mais dont on souffre un petit peu plus quand on y va avec notre pied, ça paraît assez logique. Enfin, il faut pas croire que nos ancêtres c'était tous des idiots et que nous, on est intelligents. Chacun a résolu les problèmes qui se passaient à l'époque où elles se passaient. Alors, toutes les nouvelles générations, oubliant notre histoire et oubliant que ce n'est que de l'intelligence qui, en même temps, peut créer des limites, on va à chaque fois venir réexpliquer quand on vient à l'origine. De nouveau, j'ai un grand scepticisme vis-à-vis de gens qui savent ce que c'est que l'origine et qui savent comment on devrait y revenir. Pour moi, c'est chaque fois des histoires. N'importe quel animal a un double schéma. En même temps, il adapte qui il est conditions de l'environnement, et en même temps, il adapte l'environnement à ses conditions. Ça veut dire que je sache, les animaux, en général, ils font des terriers. Nous, on a fait des maisons. On va pas se dire qu'on va mettre à vivre sans maison. On a fait des godasses. On va pas se mettre à se dire qu'on va vivre sans godasses, sous prétexte qu'on saurait ce que serait l'origine. Qu'on ait exagéré, qu'on s'est dit qu'on s'est trop allé dans un système de protection
Et donc, de temps en temps, il faut se remettre au contact de la nature et dire, on a besoin de personne, tout le monde est en train de le faire. On va le faire spontanément. Quelles seraient, Cyril, pour terminer notre échange, les grandes évolutions que tu as vues depuis cette création du labo Volo d'Haleine? Au niveau des coureurs à pied, est-ce qu'il y a des tendances que tu as pu relever, des pratiques qui sont différentes de celles qui étaient connues, repérées à l'origine donc de tes études et de tes analyses? Bon, on l'a évoqué, le courant, on est dans une société lourde qui est en quête de légèreté. Donc, le courant minimaliste arrivait à perfection. C'est ce que les gens ont envie d'entendre. Si on regarde même le poids des chaussures, les chaussures, elles ont moins 30% de poids global. Donc, de manière générale, on cherche la légèreté parce qu'on est lourd. Puis on souffre du fait d'être trop lourd. Donc ça, c'est une évolution qui s'est passée. On voit bien une autre évolution. Je suis pas sociologue, donc c'est pas mon job de le faire, mais qu'il y a quand même beaucoup de demandes, donc beaucoup plus de gens qui courent. Le niveau baisse, ce qui est normal parce qu'il y a plus de gens qui courent. Il y a des gens qui vont courir plus au contact de la nature, mais parce qu'ils ont perdu ce contact avec la nature. Avant, ils se posaient même pas la question parce qu'ils étaient spontanément plus. Il y avait le schéma urbain était moins prononcé, donc on était plus au contact de la nature. Ça, on le voit apparaître. Moi, la grande évolution que je verrais sur ces dernières années, c'est beaucoup plus le besoin de comprendre. On est à l'ère de l'information libérée, donc les gens s'informent, ils deviennent plus intelligents. Bien sûr, ça peut aller vers des exagérations. Comme toute personne qui devient plus intelligent, on connaît cette courbe d'évolution, qui est la courbe de Dunning-Kruger, c'est qu'au départ, quand on devient très intelligent, on est persuadé d'être surintelligent, alors qu'on l'est qu'un petit peu. Donc on est un peu dans le pitch de « je comprends mieux, mais maintenant je sais ». Alors qu'en fait, si on continue d'apprendre, on se rend compte que le monde est plus complexe. Donc là, on tombe dans un schéma un peu dépression, on se dit « merde, je vais jamais réussir à comprendre ». Puis après, si on lâche pas, et on remonte progressivement. C'est une courbe qui a été bien décrite il y a déjà quelques dizaines d'années. Nous, on voit le besoin premier, enfin en tout cas des gens qu'on voit, c'est me sentir bien dans ce que je fais, et deux, essayer de comprendre le mécanisme de compréhension. Donc nous, ça veut dire que chaque fois qu'on intervient, qu'il y a quelqu'un, on passe largement autant de temps à expliquer que de temps à proposer, donc à agir au départ. Voilà, on prend beaucoup de temps pour expliquer les choses, pour que ça ait du sens. On appelle ça le principe d'intention-action. Que ce que je fasse, je sens que ça correspond à mon corps, j'en ai les sensations qui sont positives, et en même temps, j'en ai la représentation qui connecte avec le reste. Et au moment où je vais choisir mes chaussures, je vais plus seulement les choisir au hasard, je vais comprendre que mon corps, par exemple, il a une tendance naturelle à rigidifier, vaut mieux que je choisisse des chaussures un petit peu plus molles. Quelle que soit la mode, j'aurais besoin de chaussures un peu plus molles. Si mon corps, il a besoin d'être plus activé, vaut mieux que je prenne des chaussures plus minimalistes, avec moins d'interface, qui va activer l'avant-pied. Voilà. En tout cas, nous, on accompagne, parce que c'est déjà notre tempérament, on accompagne ce mécanisme qui se dit, j'ai envie d'agir, j'ai en même temps envie de ressentir mon corps, et puis de comprendre ce que je ressens pour que ça ait du sens. Alors, si les auditeurs veulent aller comprendre un petit peu plus ces préférences motrices, ce côté terrien, aérien, sur quel réseau, sur quel site tu les invites à se rendre? Quels sont les liens pour vous retrouver, tout simplement? Ça s'appelle Volo d'Haleine, volodalen.com, ça c'est le site internet. Alors sur ce site internet, c'est surtout dédié aux professionnels qui souhaitent se former, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le médical. On a la page Facebook Volo d'Haleine. Ceux qui sont intéressés justement à avoir quelques notions là-dessus peuvent aller voir notre page YouTube, donc ils mettent juste YouTube et puis Volo d'Haleine, et il y a plein de vidéos dans lesquelles on explique ça, et puis ils peuvent se faire son idée. La plupart des gens d'ailleurs qui viennent nous voir, là, le monsieur dont je parlais que j'ai vu tout à l'heure, il avait commencé par le courant minimalisme, ça l'a intéressé, il a fait ça, puis après ça lui a posé des questions, il allait voir ses vidéos, puis il est venu nous voir pour la suite. Voilà, donc la chaîne YouTube Volo d'Haleine. Alors j'avais une dernière question, Cyril, pour conclure notre échange. Un moment pour toi à côté de tes pompes, ce serait quoi? En dehors de toute analyse, de toute pratique sportive, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en contact avec des sportifs ou toi-même en train de pratiquer?
Qu'est-ce que j'aime faire? Jouer à la pétanque, peut-être? Non, non, en fait, je joue jamais à la pétanque, je rigole. Non, j'aime faire. Je l'ai dit, ça peut être dans d'autres pompes pour faire n'importe quel sport. Je trouve ça agréable. Sinon, je passe le reste de mon temps à lire de tout pour essayer de comprendre un peu toutes les spécialités, sociologie, psychologie, physiologie, bien sûr, mécanique. Un peu tout. Moi, la majorité de mon temps, il est là pour apprendre, pour essayer de mieux comprendre. Ça, c'est le mainstream, c'est le gros courant de ma vie. Eh bien, moi, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour échanger avec moi et donc transmettre aux auditeurs ce que sont ces préférences motrices. Ils auront donc beaucoup à apprendre en allant, et je remettrai les liens sur les notes de l'épisode, donc volodalen.com. Merci Cyril. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous, bonne continuation. Et pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.